6 août 1945. La première bombe atomique de l'histoire est larguée sur Hiroshima. En termes de puissance, c'est l'équivalent de 15 000 tonnes de TNT qui a rasé la ville. Le souffle atomique, bien sûr, mais aussi les incendies, la température, les débris projetés par l'onde de choc ne laissent guère de chance à la population. Selon les estimations, la ville fut anéantie à plus de 65%. Et dans un rayon de 2 km, la totalité des constructions en bois furent rasées. Quant au nombre de victimes, il varie énormément et il est sujet à controverse. D'après une enquête de bombardement stratégique des États-Unis, en 1946, la population au moment de l'attaque aurait été de 245 000 habitants et 70 000 à 80 000 d'entre eux auraient été tués par la bombe. Une autre estimation du département de l'énergie des États-Unis en 1956 estimait qu'il y avait une population de 256 300 habitants et 68 000 d'entre elles furent tuées. Mais on a des chiffres qui peuvent varier complètement, avec notamment celui du maire d'Hiroshima, Tadatoshi Akiba, en 2005, estimait que le nombre total de morts le jour même s'élevait à 237 000 habitants. Entre 90 000 et 237 000 morts sur une population qui varie entre 235 000, 245 000, voire 310 000 habitants, c'est difficile d'avoir un chiffre clair, notamment du fait du contexte de la guerre. On a un certain nombre de personnes qui ont quitté la ville pour être sur le front et d'autres personnes qui viennent à Hiroshima pour travailler notamment à la base navale de Keeley juste à côté. Et à ce chiffre-là se rajoutent les décès des personnes dues aux leucémies ou au cancer ou autres maladies génétiques, mais qui se produisent bien des années plus tard et qui ne sont pas forcément déclarées et intégrées au nombre de victimes de la bombe. Quant aux survivants, on les appelle les hibakusha, littéralement ceux qui ont été affectés par la bombe. Mais on retrouve dans ces survivants des vestiges, des monuments et une nature qui, en dépit de ce souffle, ont su résister à tenir bon. Et ces témoins de cette bombe ont une mission aujourd'hui, c'est celle de la mémoire, et c'est de ces survivants-là que l'on va voir aujourd'hui. Le parc du Mémorial de la paix d'Hiroshima. S'il y a bien un lieu qui résume la tragédie du 6 août 1945, c'est bien le parc du Mémorial de la paix de Hiroshima. La position de ce parc n'est pas anodine. Le parc se trouve juste à proximité de l'hypocentre de la bombe, c'est-à-dire du point d'explosion à la verticale, et à proximité du point de repère du largage, à savoir le pont Aioi que l'on verra un peu plus tard. Avec le plan de reconstruction de la ville, l'idée de faire un parc de mémoire fleurit dans les esprits. En février 1946, Shinzo Amai, qui sera entre autres 2 fois maire d'Hiroshima, va contribuer à la création du Conseil pour la reconstruction d'Hiroshima. Et dès mars 1946, une stèle commémorative est construite sur l'emplacement du Jisenji, un temple bouddhiste de la terre pure. Entre 1950 et 1964, le parc d'Hiroshima finit par s'établir autour du dôme. Le 24 août 1955, on voit notamment l'ouverture du musée du Mémorial de la paix d'Hiroshima. On a aussi, le 5 mai 1958, l'inauguration de la statue pour les enfants victimes de la bombe. Le jour n'est pas anodin, puisque ce jour-là, c'est le jour des enfants. On y représente une jeune fille portant une grue en origami qui se dresse, symbole d'un avenir radieux et d'espoir. Autre exemple de la construction du parc de la paix, le 1er août 1964, on a la flamme de la paix qui représente les paumes ouvertes et qui offre de l'eau aux victimes. Et cette flamme brûlera tant qu'il existera dans ce monde une arme nucléaire. Dernier exemple que l'on pourrait citer, le 20 septembre 1964, avec la cloche de la paix inaugurée pour réaliser le vœu des survivants. Le pont Aioi. Le pont a une particularité, celle d'avoir une forme en T, vue du ciel. Facilement repérable, il va être le point de repère pour le largage. Largué à 9450 mètres d'altitude,
la bombe va dériver et va exploser à 300 mètres du pont et à 580 mètres du sol. Si effectivement le pont a résisté à l'onde de choc, le pont sera quand même reconstruit tout juste après le conflit et de nouveau en 1983, celui que l'on voit encore aujourd'hui. Le Genpaku Dome. Construit en 1915, c'était un bâtiment audacieux pour son époque, servant de hall exposition pour la promotion de l'industrie de la préfecture d'Hiroshima. On y organisait aussi des expositions artistiques, etc. Sa construction en métal et en béton a permis de rester debout, mais son état ne permettait pas une restauration complète. Après la guerre, la population est divisée entre la destruction ou la préservation en mémoire des victimes. Le choix bascule finalement pour la préservation en 1964 quand le conseil de la ville d'Hiroshima adopte une résolution pour la conservation. On aura du coup les premiers travaux de préservation qui se terminent en 1967. Deux autres chantiers auront lieu en 1989-90 et entre 2002-2003, toujours dans le but de préserver le site depuis l'explosion. Avec le temps, il est devenu l'un des symboles de la paix et du parc d'Hiroshima. En 1996, il fut inscrit à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La maison de repos. À l'origine, c'était une boutique de kimonos construite en 1929. Pendant la guerre et avec les restrictions d'essence, le bâtiment fut reconverti comme station d'essence en 1944. Malgré les dégâts, après la bombe, le bâtiment fut réparé et réutilisé comme espace de stockage d'essence. Il fut ensuite en 1957 le siège du Hiroshima East Reconstruction Office, l'organisation chargée de la reconstruction de la ville. Tout comme le Genpaku Dome, il va faire l'objet d'un débat sur l'intérêt de le préserver et le comment. Il s'en est fallu du peu pour que la ville décide de raser le bâtiment, mais finalement, il est conservé. Une des raisons est que, on le rappelle, le Genpaku Dome est inscrit au patrimoine de l'UNESCO et cela va pousser les autorités à préserver le bâtiment. Le bâtiment fut enregistré comme bâtiment Hibaku, qui a du coup été affecté par la bombe en 1993, et depuis le 1er juillet 2020, après 2 ans de rénovation, on peut le voir tel qu'il était en 1929. Aujourd'hui, le rez-de-chaussée abrite un office de tourisme avec un magasin de souvenirs et un espace de repos. Les étages supérieurs abritent des bureaux, le sous-sol fut conservé dans l'état tel qu'il est depuis la bombe. Malheureusement, il n'est pas accessible au public, mais j'ai cru voir des témoignages de voyageurs qui, après avoir fait la demande à la réception, ont pu faire une visite. À confirmer, du coup. La succursale de la Banque du Japon. Moins connue que le Dôme, cette banque, achevée en 1936, se trouvait à 380 mètres de l'hypocentre, et il est considéré comme le bâtiment qui a le mieux résisté. Pour dire, la banque a pu reprendre ses activités seulement 2 jours après l'explosion. Ça illustre aussi à quel point les Japonais peuvent se remettre en selle en dépit des événements et qui font énormément confiance. Parce que si l'argent était conservé dans les coffres, les autres documents, les registres ont été perdus et pas moyen d'identifier les clients. Du coup, la banque pendant un certain temps a délivré sur honneur de l'argent à la population. Ce qui a beaucoup aidé était le fait que lors de l'explosion, il était encore tôt dans la matinée et que la banque n'était pas ouverte. Or, les volets des 2 premiers étages, de 5 cm d'épaisseur mine de rien, étaient encore fermés, protégeant ainsi l'onde de choc. Le 3e étage, par contre, a été plus sérieusement touché. Autre facteur qui a aidé, certains endroits du bâtiment étaient protégés par des sacs de sable en prévision de bombardement, améliorant ainsi la solidité du bâtiment. Si aujourd'hui il n'y a plus la banque dans ce bâtiment, aujourd'hui on peut visiter l'intérieur et même voir des expositions. Les Hibakusha.
Les Hibakusha, on l'a vu, ce sont les personnes qui ont subi les effets de la bombe. On retrouve notamment un certain Eizo Nomura. Le 6 août 1945, Eizo Nomura était au sous-sol dans ce qui va être la maison de repos. Il était employé de l'organisme de contrôle du rationnement en fioul de la préfecture avec 37 autres employés ce jour-là. L'explosion a eu littéralement à côté de lui, seulement 170 mètres de l'hypocentre. Le fait qu'il était au sous-sol en béton explique ce miracle. Malheureusement, il sera le seul survivant de son équipe et aura le triste record d'être le survivant le plus proche de l'hypocentre. À l'âge de 72 ans, il commence à écrire ses mémoires où il y consacre notamment un chapitre sur son expérience de la bombe où il décrit un paysage apocalyptique. Jusqu'à la fin de sa vie, à l'âge honorable de 84 ans, il aura contribué à partager sa mémoire et à promouvoir la paix. On retrouve aussi Setsuko Nakamura, aujourd'hui Setsuko Freeworld. Désolé pour mon accent américain. C'est l'une des figures parmi les Hibakusha. Elle avait 13 ans le 6 août 1945, Benjamin d'une fratrie de 8 enfants, elle travaillait comme membre du programme de mobilisation étudiante dans les bureaux de l'armée, à environ 1,8 km de l'hypocentre, et c'était son premier jour de mission. Elle se trouvait au 2e étage d'un bâtiment en bois lorsqu'elle aperçut un flash bleu et blanc et suivi d'une sensation de flotter dans les airs quelques instants. Lorsqu'elle reprit les esprits, elle fut aidée par un soldat avant que le bâtiment ne s'effondre. Elle a eu de la chance, mais malheureusement, les 8 membres de sa famille périrent. Après la guerre, elle n'a eu cesse de témoigner sur les événements, sur les conséquences des radiations et de combattre pour le désarmement nucléaire. Elle a décrit par exemple la chute de cheveux, les nausées, les saignements des gencives, les syndromes de radiation aiguë dont de nombreuses personnes ont été victimes. Chaque matin, elle vérifiait la présence de taches violettes, signe du sarcasme de Kaposi, un cancer qui annonce une fin proche. Elle raconte aussi la stigmatisation des Hibakusha et le manque de suivi médical. S'il y avait bien une commission des victimes, l'ABCC, elle cherchait surtout à étudier les effets sur le corps et non pour apporter un soutien médical ou psychologique. Pour son investissement en 2017, elle reçut le prix Nobel de la paix au nom de l'ICAM, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires dont elle est l'ambassadrice. Des débris dans le sable. Si aujourd'hui la ville a été reconstruite, il est possible de retrouver des restes de la catastrophe, mis à part bien sûr les monuments que l'on vient de voir. En effet, le géologue Mario Wagner, en 2015, alors qu'il tamissait du sable au sud d'Hiroshima, a fait une étrange découverte. Il y découvre de petites sphères semblables à du verre. Après datation et analyse, on comprend qu'il s'agit de débris de l'explosion de la ville qui, sous l'effet du souffle et de la chaleur, ont fondu pour former des agglomérats. On y trouve du fer, de l'aluminium, du verre, du caoutchouc. Bref, des matériaux de la vie de tous les jours. Et les chercheurs se sont amusés à faire un calcul. Dans 1 kg de sable, on retrouve entre 0,6 et 2,5% de débris. Si on prend la superficie de la plage et un volume sur 10 cm de profondeur, on a entre 2300 et 3100 tonnes de débris, ce qui n'est pas rien. Heureusement, ces débris ne semblent pas être dangereux. Les arbres Hibaku-Jumoku. Malgré la puissance de la bombe, quelques arbres ont réussi à survivre et sont aujourd'hui particulièrement appréciés. On a dénombré une quarantaine d'essences qui ont survécu. Ils sont les témoins d'une catastrophe, ce sont les arbres qui, en dépit de la tragédie, ont su résister et à continuer à vivre. Ils sont les porteurs de blessures, mais aussi les porteurs d'espoir. On a une idée reçue que l'arbre le plus proche de l'hypocentre ayant survécu était un ginkgo. Or, ce n'est pas l'essence qui a le triste record, le premier étant un saule pleureur à 370 mètres de l'explosion. Le premier ginkgo qu'on va retrouver sera à 1130 mètres de distance. Attention, il faut savoir que certains arbres ont été déplacés avec le temps
pour des raisons de réaménagement urbain ou autres. Par exemple, vous retrouverez 2 parasols chinois au parc de la Paix, mais ces 2 derniers se trouvaient à 1300 mètres de l'hypocentre en 1945. Mais alors pourquoi semer du ginkgo? Le ginkgo biloba, car ses feuilles forment 2 lobes, biloba, est connu comme étant la plus vieille espèce d'arbre au monde, apparue il y a 270 millions d'années. C'est le seul du genre ginkgo de la famille des Ginkgoaceae, de l'ordre ancestral des Ginkgoales et de la classe des Ginkgopsida, un groupe majeur des Ginkgophyta. Donc, il représente à lui seul une espèce, un genre, une famille, un ordre et une classe botanique entière. Déjà sur le plan botanique, il a une grande importance. On a constaté que le ginkgo a de formidables capacités de résistance au changement climatique et à la pollution. Il a des vertus médicales avec des principes actifs, antioxydants, une meilleure circulation sanguine et une stimulation de la mémoire. Dans le monde, il est appelé l'arbre de la vie au Tibet ou l'arbre aux 40 écus en France. Plus le fait que des arbres ont survécu à Hiroshima, tout ceci font de cet arbre un symbole de paix, de vie et d'espoir. Aujourd'hui, Hiroshima s'est reconstruite. Elle est très dynamique sur le plan économique, sur le plan démographique, mais aussi elle est connue pour ses spécialités locales, l'okonomiyaki, pour les huîtres, ou pour son club de baseball. Et malgré tout, il y a encore ces cicatrices du 6 août 1945. Lorsque vous visiterez Hiroshima, il ne sera pas rare que vous tombiez sur un survivant ou un descendant de survivants, ou bien sur un groupe de bénévoles qui vous expliquera ce qui s'est passé ce jour-là et les journées d'après. Et en vous baladant dans la ville, vous tomberez parfois sur un coin de rue les vestiges ou sur un arbre qui, en dépit de ce souffle, ont tenu bon et ont su survivre jusqu'à aujourd'hui. Ces cicatrices se sont inscrites dans notre quotidien et nous rappellent tous les jours la nécessité, le bien fondé d'œuvrer pour une paix et pour un désarmement nucléaire total. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à faire vos retours, vos commentaires en dessous. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'à la prochaine. Portez-vous bien. Tchuss.